Aujourd'hui, dans le secret des grands bâtisseurs, un tueur de Romains, fléau d'Europe. Les armées fuyaient en le voyant arriver. Il répandait le sang et la terreur. Le plus grand général de tous les temps. Il était l'incarnation même de la mégalomanie. La reine qui a tenu le monde entre ses mains. On estime que nos dirigeants ont aujourd'hui du pouvoir, mais il est minime comparé au sien. Et l'empereur le plus meurtrier de l'histoire. C'était un grand dirigeant, un génie militaire, mais aussi un tyran assoiffé de sang. À quelle place ces cruels dirigeants figurent-ils dans notre classement, basé sur des milliers d'années d'histoire? Au cours de l'Antiquité, le monde était dominé par d'impitoyables dirigeants. Les tueries à grande échelle faisaient partie de leur quotidien, et très usitées afin d'asseoir un peu plus leur pouvoir. Aujourd'hui, dans le secret des grands bâtisseurs, les tyrans de l'histoire. Ils ont été classés par des experts selon l'impact qu'ils ont eu sur le monde et leur cruauté. En 10e place, psychotique, imprévisible. Ce terrifiant tyran a été assassiné après seulement 4 ans de pouvoir. Le plus fou des empereurs? Caligula, naturellement. Il était déterminé à profiter de son pouvoir en étant le plus extravagant et cruel possible. Né Gaius Germanicus dans une des plus puissantes familles de Rome, son arrière-grand-père n'était nul autre que Jules César. Caligula était en fait un surnom qui signifie petite sandale et qui lui a été donné alors qu'il était enfant. Son père l'amenait souvent avec lui lors de ses campagnes militaires et il était devenu un genre de mascotte. Il était vêtu comme un mini-légionnaire romain et portait ses petites sandales. Il détestait ce surnom qui n'était pas respectueux de son rang d'après lui. Et cela semble l'avoir empli de rage. Mais en effet, Caligula avait d'autres raisons d'être dérangé. Son grand-père adoptif, l'empereur Tibère, a décimé toute sa famille. Son père a probablement été tué par l'empereur, sa mère a été mise en prison, exilée pour ensuite mourir de faim. Ses frères et sœurs sont morts en prison, et il est adopté par la personne responsable de ces tragédies. Si un scénariste écrivait une telle histoire, on penserait que ce serait trop tiré par les cheveux. Cet homme avait quelques problèmes. Il adorait assister aux séances de torture et aux exécutions. Il passait ses nuits à participer à des orgies et on pense même qu'il couchait avec une de ses sœurs. Et tout cela avant qu'il ne devienne empereur. Caligula accède au pouvoir en l'an 37 de notre ère, à l'âge de 24 ans. Il gagne en popularité dès le début de son règne grâce à l'abolition de certains impôts et en proposant de nombreuses distractions au peuple, telles que les jeux du cirque. Mais son extravagance va mener Rome au bord de la faillite. En effet, il aurait dépensé l'équivalent de 4 milliards de dollars lors de sa première année de règne. Année au cours de laquelle il est victime de maladies. Et ce n'est qu'après sa guérison qu'il serait devenu mégalomane. Il existe un témoignage célèbre racontant un sacrifice de taureau dans un temple. Au moment où il s'apprête à frapper l'animal d'un coup d'épée, Caligula se retourne et frappe le prêtre. Le pauvre homme était en train de se vider de son sang pendant que l'empereur riait, apparemment très amusé de son geste. L'empereur devint incontrôlable. Même le public présent au Colisée craint son côté psychotique. Quand il s'ennuyait pendant les entr'actes, entre les combats de gladiateurs, Caligula ordonnait à ses gardes de jeter des dizaines de personnes du public dans l'arène, juste pour les regarder se faire dévorer par les animaux sauvages. Mieux valait ne pas se rendre au cirque, c'était risqué. Mais son extrême violence n'était pas la seule chose à lui reprocher. Caligula aurait carrément nommé son cheval préféré comme consul de Rome. Et sa propre image est devenue une obsession permanente. Caligula ne pensait pas être un genre de dieu, il pensait être Dieu lui-même. Il apparaissait en public accoutré telle une divinité et a fait retirer les têtes des sculptures de Dieu. Il les décapitait pour les remplacer ensuite par des sculptures de son propre visage. C'est l'exemple parfait d'un homme rendu fou par le pouvoir. Après avoir fait régner la terreur pendant 4 ans, le peuple en a eu assez. Et il s'est fait poignarder 30 fois.
Caligula était tellement détesté qu'après sa mort, le Sénat a essayé de l'effacer de l'histoire en détruisant les monuments à sa gloire. Mais de par son comportement, on s'en souviendra toujours comme un des dirigeants romains les plus fous. Suite à cette période violente et despotique, le Sénat espère l'apaisement. Mais le pire est à venir. À la 9e place, un autre empereur romain, Néron. Néron est un des plus célèbres empereurs de Rome. Sa brutalité est entrée dans la légende et c'est pour cela qu'il mérite de figurer dans ce classement. Nommé empereur à l'âge de 17 ans seulement, il régnera de l'an 54 à 68 de notre ère et se rendra surtout célèbre pour avoir incendié Rome. Il est également connu pour tuer au hasard dans les rues de la ville. Lorsqu'on se penche sur les actes horribles attribués à Néron, on voit une parfaite continuité des œuvres de Caligula. Il est dit que Néron était très jaloux de l'extravagance de son oncle Caligula. Son objectif était même de le dépasser. Lorsqu'il accède au pouvoir, sa mère prévoit de diriger avec lui. Mais il a d'autres plans. Il fait construire un bateau pour permettre à sa mère de voyager, mais le dessine de telle manière qu'une fois endormie dans sa cabine, son toit s'effondrerait sur elle, la tuant au passage. Elle survivra à la tentative d'assassinat, mais Néron ne renonce pas. Il a envoyé des gardes pour l'attaquer dans sa propre chambre et ils l'ont poignardé à mort. La première épouse de l'empereur connaîtra le même destin. Après l'avoir fait exiler et condamner à mort, il fera livrer sa tête à sa nouvelle épouse. Et cette dernière n'a pas eu plus de chance. Elle a eu l'audace de se plaindre du fait qu'il passait trop de temps au cirque. Il l'a donc battue à mort et elle était enceinte. Il va ensuite s'essayer à la nouveauté, en tombant amoureux d'un jeune homme, qu'il fera castrer afin d'en faire sa nouvelle épouse. Il pouvait faire ce genre de choses. C'était un horrible tyran, un vrai monstre. D'après certaines histoires, il s'habillait de peaux d'animaux et entrait dans une pièce où des personnes étaient attachées à des poteaux. Il se ruait sur eux pour les attaquer et leur mordait parfois les parties génitales. Un incendie au cours du règne de Néron va dévaster Rome comme jamais auparavant. La moitié de la ville est en cendres. En véritable tyran, alors que le feu brûle encore, Néron va s'approprier des terrains ne lui appartenant pas pour s'y faire construire un extravagant palais. Rapidement accusé d'avoir délibérément provoqué cet incendie, il va alors trouver un bouc émissaire et accuser les chrétiens, qu'il fera publiquement exécuter. Néron était très brutal. Il immolait parfois même des chrétiens afin de s'en servir comme torche pour ses dîners. Personne n'est à l'abri de l'empereur. Il fait fouetter et torturer ses propres sénateurs. Si une femme lui plaît, il fait assassiner son époux. Sa brutalité ne connaît pas de limite et son extravagance va presque mener Rome à la faillite. Vers la fin de sa vie, ses excès dépassaient tout ce que l'on peut imaginer. Suite à la mort de son épouse, il va acheter l'équivalent actuel d'un demi-milliard de dollars d'encens. Rome était financièrement à genoux, criblée de dettes. Et cela, en plus de sa dépravation, a causé la colère du peuple romain. Le Sénat va déclarer que Néron est un ennemi de l'État et l'a encouragé à se suicider. L'héritage de Néron rime avec meurtre, débauche et persécution de chrétiens. Encore une fois, le Sénat a voulu effacer de l'histoire ce règne gênant, allant jusqu'à faire passer une loi promulguant la non-existence de Néron. En vain. Il était si extrême, si fou, si pervers, qu'il n'a jamais disparu des manuels d'histoire. On parle toujours de lui et de ses actes aujourd'hui. Ces deux empereurs romains ont largement mérité leur place dans notre classement, mais le monde a connu bien pire. Nos deux prochains dirigeants sont connus pour avoir été plus tyranniques encore. L'ego de l'un allait mener à l'érection de gigantesques monuments, pendant que l'autre utilisait le sexe comme arme, devenant ainsi la plus célèbre femme de l'Antiquité. De retour dans notre classement des 10 plus tyranniques et sanguinaires dirigeants du monde antique. Ils ont semé la destruction à grande échelle et laissé ainsi une empreinte sanglante dans l'histoire.
Le prochain sur notre liste est une femme qui a défié l'Empire romain et monté ses généraux les uns contre les autres. À la 8e place, Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. La tentatrice du Nil a utilisé le sexe pour conserver son trône, mais a au final détruit l'empire qu'elle souhaitait protéger. Cléopâtre a été la dernière reine d'Égypte et reste la plus célèbre femme de l'Antiquité. On estime que nos dirigeants ont aujourd'hui du pouvoir, mais il est minime comparé au sien. Elle était considérée comme une divinité parmi les humains. Célèbre pour son pouvoir de séduction, elle était bien plus que ça. Au sein de la cour égyptienne, le complot, le meurtre et l'inceste font partie du quotidien. Cléopâtre s'est très bien débrouillée pour parvenir à ses fins et maintenir sa position de reine en assassinant son frère. Rien ne l'arrêtait. Calculatrice et aussi très intelligente et éduquée, elle maîtrise 9 langues. C'était une femme cultivée, très douée en mathématiques et en géométrie. On la voit comme une femme fatale, et c'est en partie dû à son interprétation par Elizabeth Taylor. Mais on oublie à quel point elle était brillante. Ses talents et sa beauté attirent tous les regards. Au cours de son règne, l'Égypte prospère et les Romains menacent rapidement d'envahir. L'armée égyptienne n'étant pas assez puissante pour riposter, Cléopâtre trouve donc un autre moyen de protéger son royaume. Elle a compris que l'Égypte avait besoin de s'allier à Rome. Et pour cela, elle a jeté son dévolu sur l'homme le plus puissant de l'époque, Jules César. Elle l'a séduit et a couché avec lui. Elle se serait enroulée dans un tapis afin de parvenir auprès de César juste pour le rencontrer. Et elle ne s'est pas seulement contentée de le rencontrer. Ils ont couché ensemble et les deux sont devenus par la suite un couple immensément puissant. Une alliance politique de 4 ans est née. Et le couple aura même un enfant. Mais la relation de César avec la reine du Nil ne plaît pas à Rome. Et en l'an 44 avant notre ère, la relation se termine dans le sang. César est assassiné par ordre du Sénat. Suite à la mort de César, le général romain Marc-Antoine est envoyé en Égypte pour prendre le contrôle du royaume. Mais lui aussi va tomber sous le charme de la reine. Pour prouver l'incroyable richesse de l'Égypte, alors qu'elle était en pleine phase de séduction de Marc-Antoine, Cléopâtre va prendre une énorme perle. C'était la chose la plus précieuse et la plus chère au monde. Cette perle vaudrait aujourd'hui 30 millions de dollars. Elle l'a dissoute dans une coupe remplie de vinaigre de vin et a bu son contenu. C'est l'acte de séduction le plus brillant qui soit. Cléopâtre et Marc-Antoine deviennent amants et alliés. Mais cette relation est également considérée comme une menace par Rome. Le rival politique de Marc-Antoine, Octave, lui déclare la guerre et le bat au cours de la bataille d'Actium en l'an 31 avant notre ère. Antoine est alors contraint de fuir avec Cléopâtre. Mais une fois encerclé par ses ennemis, Marc-Antoine se suicide. Et en ultime acte de défiance, Cléopâtre fera de même. On dit qu'elle se serait volontairement faite mordre par un serpent venimeux ou aurait pris une dose fatale de produits narcotiques. Cléopâtre était très orgueilleuse et préférait mourir plutôt que souffrir l'humiliation que d'être exhibée en tant que prisonnière dans les rues de Rome. Cléopâtre aura séduit les hommes les plus puissants de Rome. Cléopâtre n'était pas seulement une femme fatale qui prenait des bains de lait, c'était une femme très intelligente. Elle est parvenue à contrôler des hommes qui détenaient le pouvoir et c'est pourquoi elle mérite de figurer dans ce classement. Mais la soif de pouvoir de Cléopâtre n'est rien en comparaison de celle de notre dirigeant suivant. Le plus puissant pharaon à avoir jamais régné en Égypte et qui a mené la plus grande bataille de chars de l'histoire. En 7e position, Ramsès II. Quand on pense pharaon, Ramsès II est le nom qui revient toujours. Ramsès va utiliser la propagande afin de se décrire comme le plus grand guerrier de l'Empire égyptien. Il mènera l'Égypte au plus haut et régnera sans partage durant 67 ans au cours du XIIIe siècle avant notre ère. Son règne est le plus documenté de l'histoire égyptienne. Un règne plutôt mouvementé. Ramsès II avait 200 femmes et concubines, 96 fils et 60 filles. Impossible qu'il ne figure pas dans ce classement. Il a vécu jusqu'à l'âge de 93 ans, à une époque où l'espérance de vie atteignait à peine les 40. Cet homme a fait la puissance de l'Égypte antique. C'est vraiment incroyable.
En bon pharaon, il a ordonné l'érection d'énormes statues à sa propre gloire. Tous les dirigeants font construire d'énormes monuments, mais ceux bâtis sous Ramsès II sont gigantesques. Et le plus grand de tous, Abou Simbel, est un parfait exemple de la campagne d'autopromotion menée par Ramsès II. Il a construit plus de temples, d'obélisques et autres monuments que les autres pharaons. La plus grande statue jamais bâtie en Égypte le représente. C'était un vrai mégalomane. Mais il aime également la guerre et souhaite récupérer les territoires perdus par ses prédécesseurs au cours de son règne. Âgé de 22 ans, il s'embarque dans de nombreuses campagnes militaires qu'il va remporter. Les Hittites, un peuple qui vivait en Turquie et Syrie actuelle, sont alors ses plus grands ennemis. Ramsès est connu pour la bataille de Kadesh contre les Hittites en 1274 avant notre ère. Ce sera la plus grande bataille de chars de l'histoire. Près de 6000 d'entre eux se sont jetés sur le champ de bataille. Ce fut un véritable carnage. Cette bataille va mener à la fin d'un conflit pour le contrôle des territoires à l'est de la Méditerranée qui aura duré 2 siècles. La bataille n'a connu aucun vainqueur, mais Ramsès va tout de même clamer sa victoire. Il était fin propagandiste parce qu'il n'a jamais remporté cette bataille, ni la guerre. Il n'a pas pris la ville de Kadesh, mais en revenant en Égypte, il va faire ériger d'énormes monuments célébrant sa victoire. Et c'est en l'an 1258 avant notre ère, suite à la bataille de Kadesh, que sera signé le premier traité de paix. Une copie de ce traité est suspendue au mur du siège des Nations Unies. Malgré son désir d'être vu comme un grand guerrier et conquérant, il nous aura laissé ce symbole de paix. Nous effectuons aujourd'hui un top 10 des tyrans de l'histoire. Ces chefs puissants, brutaux et cruels ont changé le cours de l'histoire. Le prochain sur notre liste est un grand tyran militaire. À la 6e place, l'homme connu pour avoir mené des éléphants à travers les Alpes, Hannibal. Il est l'un des plus grands généraux de tous les temps. Il mérite donc de figurer dans notre classement. Au IIIe siècle avant notre ère, la République d'Afrique du Nord de Carthage, actuelle Tunisie, est en guerre avec Rome. Le père d'Hannibal est un général de l'armée carthaginoise qui va lutter contre les Romains pendant 40 ans et mourir au combat. Ce décès va nourrir la soif de vengeance d'Hannibal. Une fois parvenu à la tête de l'armée carthaginoise, il se jure de rayer Rome de la carte et va pour cela planifier une audacieuse attaque. Son armée est composée de 90 000 soldats, 12 000 cavaliers et 40 éléphants de guerre. Hannibal savait créer la surprise. Il va faire construire d'énormes embarcations pour transporter les éléphants sur le Rhône et accomplira l'inimaginable en pénétrant l'Italie par les Alpes avec des éléphants. Et vous imaginez bien que les Romains ne s'y attendaient pas. Mener son armée à travers les montagnes est déjà un exploit. Mais ce sont ses victoires sur le champ de bataille en Italie qui le feront accéder au rang de grand chef militaire. Au cours des 2 premières batailles, il va vaincre les Romains à l'aide de ses éléphants de guerre. 2 batailles, 2 bains de sang où les Romains vont perdre les 3/4 de leur armée. Jamais ils n'avaient connu une telle déroute. Rome va alors mobiliser sa plus grande armée, 90 000 soldats. La bataille sera aussi légendaire que monumentale. C'est la bataille de Cannes. Au cours de cette bataille, Hannibal ne perd que 4000 hommes. Et les Romains, plus de 70 000. C'est une des plus sanglantes batailles de l'histoire. Les Romains auraient dû écraser Hannibal par leur nombre. Mais ce dernier va utiliser une manœuvre militaire appelée la stratégie de la tenaille, qui consiste à attaquer l'ennemi des 2 côtés. Cette stratégie permet à Hannibal d'accéder au panthéon des plus grands génies tactiques de l'histoire. Jamais Rome n'avait connu une telle défaite. On devra attendre 2000 ans plus tard et la Première Guerre mondiale pour atteindre un tel niveau de carnage. Et souvenez-vous qu'il n'y avait pas d'armes à feu à l'époque, juste du combat à l'épée en face à face. Hannibal va occuper une grande partie de l'Italie pendant 15 ans, mais échouera dans la conquête de son Graal, Rome. Il aura remporté de nombreuses batailles, mais perdu la guerre. Comme Cléopâtre, Hannibal a préféré s'empoisonner plutôt que d'endurer la capture. Il était résolu à n'offrir aucune satisfaction aux Romains.
La victoire de Cannes aura des effets secondaires, car Rome y a perdu son statut de puissance militaire redoutable, ce qui mènera à la professionnalisation de l'armée romaine, qui par la suite adoptera même les stratégies mises au point par Hannibal. Hannibal a vaincu Rome sur ses terres. Ces tactiques étaient si brillantes qu'elles sont encore étudiées dans les académies militaires de nos jours. C'est dire à quel point il était doué et visionnaire. Hannibal était craint par Rome, mais il n'est pas le seul à avoir ébranlé son autorité. Le prochain au classement était si puissant qu'il était à 2 doigts de renverser l'Empire romain. À la 5e place de notre classement, Attila, le 1. La simple mention de ce nom fait froid dans le dos. À 28 ans, ce guerrier sanguinaire va assassiner son propre frère afin de devenir roi des Huns. Un peuple nomade qui s'étend sur une majeure partie de l'Europe de l'Est au cours du 5e siècle de notre ère. Peu de personnages historiques inspirent autant la crainte que Attila. Les armées fuyaient en le voyant arriver. Il répandait le sang et la terreur. Attila va piller les villages se trouvant sur son passage et en profiter pour torturer, violer et tuer leurs habitants. D'après les comptes rendus d'époque, implorer sa pitié ne servait strictement à rien. Il a la réputation d'être un des dictateurs les plus brutaux de tous les temps. Attila avait l'avantage de mener une grande armée composée de guerriers originaires de tribus différentes. Il est parvenu à unir les tribus germaniques contre l'Empire romain. Il était un dirigeant juste, à moins que vous soyez romain. Les Huns sont des cavaliers hors pair, et sous le commandement d'Attila, ils vont devenir célèbres pour leur déploiement rapide. Ils frappaient puis disparaissaient aussi rapidement qu'ils étaient apparus. Le succès des Huns est dû à leurs archers montés. Les cavaliers étaient équipés d'arcs puissants et compacts et tiraient tout en chevauchant leurs bêtes. C'était une puissance d'attaque mobile. En moins de 10 ans et en partant de presque rien, Attila va bâtir un empire qui se répand de l'Asie centrale à ce qui est aujourd'hui la France. La réputation d'Attila répandait la peur chez l'ennemi. Il était craint par Rome, où on le surnommait le fléau de Dieu. Après avoir semé la destruction à travers l'Italie, il projette d'attaquer Rome. Mais il en est dissuadé par un personnage inattendu. Il aurait pu partir à la conquête de Rome, mais il ne l'a pas fait. Pas parce qu'il ne disposait pas des ressources militaires nécessaires, mais parce que le pape de l'époque est venu à sa rencontre, désarmé, et il l'en aurait dissuadé. Attila mourra peu de temps après cette rencontre de façon soudaine, le soir de sa nuit de noces. Suite à la mort d'Attila, son armée est dévastée. Ses chevaliers d'élite se sont recouverts le visage de sang et ont tourné autour de la tente où reposait son corps. Le spectacle devait être d'une puissance rare et émouvante. Le règne d'Attila a eu tant d'impact qu'il est en partie responsable de l'effondrement de l'Empire romain à l'ouest. Aujourd'hui encore, il est considéré comme un grand chef de guerre. De retour dans notre classement des dirigeants les plus sanguinaires de l'Antiquité, basé sur leur impact historique. En 10e position, l'empereur fou Caligula. En 9e position, Néron, plus fou encore. En 8e position, Cléopâtre, la manipulatrice. Et en 7e, Ramsès II. En 6e position, le grand général Hannibal. Et en 5e position, le terrifiant Attila le 1. Nous allons maintenant nous intéresser au plus célèbre des empereurs romains. En 4e position, Jules César. Brillant général et politicien, César naît en l'an 100 avant notre ère et va écrire un nouveau chapitre de l'histoire romaine. Il se fait tout d'abord un nom en annexant la Gaule au cours d'une de ses campagnes qui le mèneront au rang de plus grand chef romain. Mais il y parviendra en faisant couler le sang. César prétendait avoir tué 1 million de Gaulois et réduit à l'esclavage un autre million. César a doublé la taille de l'Empire romain. Et il avait pour ambition de l'agrandir vers le nord de l'Europe, très loin du monde méditerranéen. Craint par ses ennemis, mais considéré en héros par ses hommes, jamais il n'a perdu une seule bataille. César avait 3 qualités qui le rendaient presque invincible. La première est qu'il se battait avec ses soldats et gagnait ainsi leur profond respect.
La deuxième est qu'il n'abandonnait jamais. Et la troisième est qu'il disposait d'une des plus efficaces armées au monde. Il était audacieux et imaginait l'inimaginable. Mais César a des ennemis politiques. Le Sénat romain lui ordonne d'abandonner le commandement des troupes et de revenir à Rome, car les sénateurs craignent alors son pouvoir grandissant. César reviendra à Rome, mais avec son armée. Il a marché sur Rome et les Romains se sont agenouillés à son passage. Il était traité comme un dieu. Soutenu par le peuple, il prend le contrôle de la ville et se voit nommé tyran à vie. Il dispose maintenant de tous les pouvoirs. Il n'est pas parvenu au pouvoir de par sa naissance, comme de nombreux chefs figurant sur cette liste. Il s'en est emparé par sa détermination et son dynamisme. Son règne aura un énorme impact sur Rome. Il fait construire des temples et bâtiments grandioses, taxe les riches pour aider les pauvres. Il est responsable de la toute-puissance de l'Empire romain. Jules César représentait le nouvel État. La République de Rome n'était plus. Elle avait été remplacée par un dictateur total. Rome abrite alors plus d'1 million d'âmes et devient ainsi la plus grande ville de la planète. Mais l'ambition de César lui fera gagner nombre d'ennemis et il sera assassiné par ses propres hommes au Sénat. Sous son règne, la culture romaine s'est répandue plus loin que jamais. Nous vivons encore aujourd'hui selon certains principes de César. Le calendrier de 365 jours, par exemple. Et de nombreuses lois toujours en vigueur en Europe ont été introduites sous son règne. Aucun autre chef romain n'a eu autant d'impact que César. Pendant que César lutte pour dominer l'Europe, de l'autre côté du globe, une plus grande évolution encore a lieu et va donner naissance à la plus longue dynastie du monde. En troisième position, l'empereur Qin de Chine. Il va créer une des 7 merveilles du monde, ainsi qu'une armée de soldats d'argile. C'est le premier empereur d'une des plus anciennes civilisations du monde. En l'an 200 avant notre ère, la Chine est désunie. Le territoire est ravagé par les guerres de clans. En 9 ans, l'empereur Qin prend le pouvoir du territoire et devient l'empereur de 27 millions de personnes. C'est assez unique pour être souligné. Au IIIe siècle avant notre ère, nul ne peut rivaliser contre Qin. Il prend le pouvoir à 39 ans et va accomplir bien plus que nombre de chefs de l'époque. Il va mener une série de réformes qui unifieront le pays et permettront la construction d'un empire. L'empereur Qin est à la source d'une dynastie. Il va uniformiser l'écriture, le langage et créer un vaste système de routes. Il débute son règne par l'érection de la Grande Muraille de Chine, le plus ambitieux projet d'ingénierie de l'histoire. Mais pour garder le contrôle de son empire, Qin devra être impitoyable. Ses ennemis seront pourchassés et réduits à l'esclavage. L'empereur Qin va créer une police d'État en Chine antique. Il persécute les confucianistes, réduit les gens à l'esclavage, castre les prisonniers et interdit aux citoyens de détenir des armes. C'était le contrôle dictatorial à l'état pur. Il a même pour projet de continuer de diriger après sa mort, ce qui nous aura offert une des découvertes archéologiques les plus saisissantes de tous les temps. De retour dans notre classement des dirigeants les plus sanguinaires du passé, un classement basé sur leur impact sur l'histoire. Brutaux, cruels, assoiffés de pouvoir, ils étaient capables de tout pour asseoir leur domination. En troisième position dans notre classement, l'empereur Qin, premier empereur de Chine. L'empereur Qin était obsédé par l'immortalité, à tel point qu'il avait ordonné à des alchimistes de travailler sur un élixir de vie éternelle. Certains de ces élixirs contenaient du mercure qui, au lieu de lui rallonger la vie, l'ont plutôt mené à la mort. La mort n'était cependant pas considérée comme un obstacle par Qin, qui souhaitait continuer de diriger après sa mort. Près de 700 000 travailleurs ont construit son mausolée et ce chantier a duré pendant toute sa vie. Après sa mort, la cour de Qin sera enterrée avec lui. Des centaines d'esclaves, de servants, de concubines, d'épouses, de musiciens et même son cheval favori. Mais ils seront enterrés vivants, bien entendu. Qin pense également avoir besoin de protection dans l'au-delà. Il va donc faire construire une armée pour protéger son tombeau.
Quand vous êtes un tyran qui use de violence pour parvenir au pouvoir, vous vous créez forcément quelques ennemis. Quand vous êtes en vie, ce n'est pas un problème. Vous avez des gardes du corps qui vous protègent. Mais une fois mort, vos ennemis vous attendent dans l'au-delà. Et ils vous en veulent sérieusement. Qin va créer une armée entière qui sera enterrée à ses côtés, dont la fonction sera de le protéger après sa mort. C'est alors qu'a été découverte la fameuse armée de terre cuite. 8000 soldats, chariots et chevaux dont la mission était de protéger l'empereur dans l'au-delà. Le tumulus de l'empereur Qin est également protégé par des pièges et un lac de mercure. Les archéologues n'ont toujours pas terminé d'en découvrir tous les secrets. L'empereur Qin a fait construire la Grande Muraille, l'armée de terre cuite, et donné son nom à la Chine. C'est un sacré héritage qu'il nous a laissé. Qin a unifié un pays pour bâtir son empire. Mais le prochain dirigeant de notre classement est parvenu à répandre son pouvoir sur plusieurs continents. En deuxième position de notre classement, Alexandre le Grand. Commandant militaire et roi de Macédoine, est rendu célèbre pour sa volonté de conquérir le monde connu. L'histoire d'Alexandre le Grand est un mélange de mythes et de faits. Élève du philosophe Aristote, il deviendra ensuite le chef de l'Empire macédonien au cours du IVe siècle avant notre ère. Vu par certains comme un tyran alcoolique et un pillard, il est considéré par d'autres comme un saint et un héros. Alexandre était probablement très charismatique, fils de roi. Il se lavait même les cheveux avec du safran afin de les rendre brillants. Aujourd'hui, il serait vedette de cinéma. Il est facile de le voir en conquérant héroïque, mais il ne faut pas oublier que c'était un impitoyable tueur. Alexandre va connaître le succès très rapidement. À l'âge de 16 ans, il se voit confier la gouvernance de la Macédoine et à 19, il en devient roi. Quelques années plus tard, il va vaincre les plus grands ennemis des Grecs à l'époque, les Perses, et répandre son autorité sur un territoire jamais égalé. Alexandre est un brillant commandant et fin tacticien. À travers l'histoire, les plus grands chefs militaires se sont inspirés d'Alexandre le Grand. Les manœuvres téméraires, les attaques surprises, se trouver au bon endroit, au bon moment pour lancer la charge fatale et réduire l'ennemi à néant, il était très doué. Alexandre était un brillant général, mais il souffrait d'accès de rage et de paranoïa. Il était la parfaite incarnation du mégalomane. Un homme brillant, mais en proie à de nombreux démons. Comme nous l'avons déjà vu auparavant, le pouvoir peut mener à des comportements déviants. Sa vie amoureuse était quelque peu compliquée. Et il avait 3 épouses, une maîtresse, un amant et une relation strictement sexuelle avec un eunuque. Et encore, nous ne savons pas tout. Comme la plupart des soldats, Alexandre le Grand aimait la fête. Ses capacités à boire étaient légendaires. Une fois, alors qu'il était ivre, il a tué un de ses meilleurs amis avec une lance. Une autre fois encore, après un concours de boissons, 42 de ses compagnons d'armes meurent car leurs boissons ont été empoisonnées. Après avoir livré bataille pendant 13 ans sur la moitié du globe, Alexandre le Grand meurt à l'âge de 32 ans, de malaria, probablement. Au cours de son règne, Alexandre le Grand n'a jamais perdu une seule campagne. C'est un des plus grands chefs militaires à avoir foulé cette planète. Sa soif d'immortalité a mené à la mort de 250 000 personnes. C'est un chiffre fou pour l'époque. C'était un grand général, mais il était brutal. Vraiment très brutal. Qu'on l'aime ou pas, c'était un homme exceptionnel. Alexandre le Grand s'est battu pour l'honneur et la gloire et parviendra à répandre la culture grecque sur plusieurs continents. On se souviendra de lui comme d'un conquérant. Mais qui peut faire mieux qu'Alexandre le Grand? Un dirigeant impitoyable qui a changé le cours de l'histoire et massacré des millions de personnes pour bâtir un des plus grands empires de l'histoire. De retour dans notre classement des dirigeants les plus sanguinaires de l'histoire, classés par des experts selon l'impact qu'ils ont eu sur le monde. En 10e position, l'empereur fou Caligula. En 9e, Néron, le dément. À la 8e place, la dernière reine d'Égypte, Cléopâtre.
En 7e position, le mégalomane Ramsès II. En 6e position, le grand général Hannibal. Et en 5e, le terrifiant Attila le Hun. À la 4e place, le plus grand empereur romain, Jules César. À la 3e, le premier empereur de Chine, l'empereur Qin. En 2e position, Alexandre le Grand. Qui se trouve alors en première position de notre classement? Était-il romain, chinois, égyptien? Non. Ce chef de guerre craint de tous était un guerrier mongol qui a mis l'Asie à feu et à sang. En première position, Gengis Khan. Il va semer la terreur et la destruction, massacrer des dizaines de millions de personnes et bâtir un des plus vastes empires de l'histoire. Il est un des plus grands conquérants que le monde ait jamais connu. Khan était un grand dirigeant, un génie militaire et un tyran sanguinaire. Au XIIe siècle de notre ère, la Mongolie est un vaste territoire disputé par plusieurs tribus. Le père de Gengis Khan est assassiné alors qu'il est jeune. Il va s'extraire de la pauvreté, éviter l'esclavage et s'exiler pour mieux revenir et parvenir au pouvoir ensuite en unifiant les tribus mongoles sous ses ordres. C'est l'exemple parfait d'une personne arrivée au pouvoir en partant de rien. En l'an 1206, Khan a transformé plusieurs tribus en une puissance politique et militaire nommée les Mongols, qu'il mènera en guerre contre leur ennemi ancestral. Khan et ses 90 000 soldats vont envahir la Chine, qui disposait alors de la plus grande armée du monde, près d'1 million d'hommes. Et Khan va la réduire à néant. En prenant Zhongdu, la capitale chinoise, les Mongols vont massacrer 100 000 personnes. On dit que la terre y était recouverte de graisse humaine. Mais il n'a pas tout détruit. Gengis Khan était très violent, mais aussi et surtout intelligent. En envahissant la Chine, il va s'approprier le papier, l'imprimerie, les armes à feu, la poudre à canon et s'en servir pour conquérir le reste du monde. Il se tourne ensuite vers l'ouest et s'empare de 3/4 de l'Iran actuel. En 25 ans, Gengis Khan et ses hordes mongoles vont conquérir un territoire plus grand que celui conquis par les Romains en 4 siècles. C'est un des plus vastes empires de l'histoire. Il couvrait plus de 31 millions de kilomètres carrés, soit plus de 3 fois la taille des États-Unis. Aucune armée n'a fait mieux et aussi rapide jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et à l'époque, il le faisait à cheval. Faire partie de l'Empire mongol donnait accès à de nombreux avantages, car c'était un des plus diversifiés tant sur le plan ethnique que culturel. Mais pour les chefs rivaux, s'ils ne se rendaient pas, les conséquences étaient terribles. On n'a pas de chiffres concernant le nombre de morts résultant des conquêtes de Khan, mais les estimations montent jusqu'à 40 millions. C'est presque autant que Staline et bien plus qu'Hitler. Au cours du règne de Khan, il y a eu tant de morts que la quantité de carbone émise dans l'atmosphère par la respiration des gens a été réduite de 700 millions de tonnes. Cet homme est incroyable à 2 niveaux. Le premier est qu'il a été capable d'assassiner 11% de la population globale de l'époque. Et 2, son règne a mené à un changement climatique. Khan aura semé la terreur, mais a aussi mené à l'ordre et la civilisation, au point qu'un siècle de paix va régner sur les territoires qu'il a conquis. Il n'était pas seulement brutal, il était brillant. Il a constaté que les lois chinoises étaient très bien faites. Les lois régissant le commerce et la médecine, par exemple. Il n'y a donc rien changé. Il a constaté que ça fonctionnait et a laissé les choses telles quelles. En ouvrant la route de la soie, il a permis les échanges culturels et technologiques. Des explorateurs tels que Marco Polo ont été autorisés à se déplacer librement dans un empire solidement unifié. Mais Khan était persuadé que la force d'un homme se trouvait dans sa succession. Il disposait donc d'un harem composé de plus de 1000 femmes. Eh bien, croyez-le ou non, suite probablement au charme irrésistible de Khan, 0,5% des hommes de cette planète font partie de sa lignée. C'est pas mal. Nul ne sait où Gengis Khan a été enterré. Les témoins de son enterrement ont été tués et son cercueil est caché quelque part. Mais aujourd'hui encore, en Mongolie, il est un symbole national.
En plus de la Mongolie actuelle, l'empire de Khan incluait la Chine et se répandait à travers l'Asie, le Moyen-Orient et même la Russie. Personne d'autre n'est arrivé à sa cheville. Gengis Khan est le dictateur ultime. De nombreux dirigeants ont sévi au cours de l'histoire. Mais au niveau de la brutalité, peu rivalisent avec ceux figurant dans notre classement. Guidés par leur ambition, leur détermination et leur soif de sang, ils ont forgé des empires et laissé leur empreinte au point de changer le monde.